Bienvenue à Kourou, charmante bourgade d'Amérique du Sud, enclavée entre l'océan et la forêt amazonienne. Avant l'installation du centre spatial à 15 km, il n'y avait ici qu'un petit village de quelques centaines d'âmes. Aujourd'hui, on compte plusieurs milliers d'habitants. Le port spatial de l'Europe, c'est une ruche technologique de 650 km², l'équivalent de 100 terrains de football. Ici travaillent près de 1500 hommes et femmes d'exception, qui se sont lancés corps et âme dans l'aventure spatiale. Le spatial, c'est tous les jours un renouveau, tous les jours un plaisir. C'est l'aventure au quotidien, le spatial. Pour chaque lancement de fusée, les professionnels du centre spatial se remettent en question. Mais avant de raconter leurs histoires, une petite question. Pourquoi donc avoir choisi d'installer le port spatial européen précisément ici? Petit A, parce qu'il y a la plage et la mer. Petit B, parce que l'équateur est tout proche. Ou petit C, parce qu'à Kourou, le climat est agréable. En fait, pour toutes ces raisons à la fois. Premièrement, être en face de l'océan permet de lancer des fusées vers l'est, sans jamais craindre de survoler des zones habitées. Deuxièmement, la proximité avec l'équateur permet d'économiser du carburant. En effet, c'est sur l'équateur que la vitesse de rotation de la Terre est la plus grande. Cette poussée supplémentaire que l'on appelle l'effet de fronde profite à la fusée Ariane. Elle peut donc, sans dépenser trop d'énergie, placer sur orbite des satellites géostationnaires. Des satellites qui se situent à 36 000 km d'altitude, justement sur le plan de l'équateur. Enfin, troisièmement, la Guyane bénéficie d'un climat très stable, sans cyclone, ni raz-de-marée, ni tremblement de terre. Schématiquement, la chronologie finale d'un lancement de fusée dépend principalement de deux personnages clés, respectivement chef d'orchestre et commandant de bord. Des postes à haute responsabilité qui exigent une rigueur et un professionnalisme sans faille. Jacques Schrieve est directeur des opérations, DDO comme on dit ici. C'est lui qui est notamment chargé du décompte lors de la chronologie finale. Bref, c'est lui qui autorise ou pas le départ de la fusée depuis ce pupitre de la salle de contrôle, qu'on appelle Jupiter. L'image du chef d'orchestre est couramment utilisée. Effectivement, il s'agit de prendre en compte et faire la synthèse de l'ensemble des informations que l'on reçoit pour juger de la pertinence de la poursuite ou de l'arrêt de la chronologie. L'autre maître de cérémonie, c'est lui, André Sicard. Son nom de code sur la base, c'est le COEL, c'est-à-dire le chef des opérations de l'ensemble de lancement. On pourrait faire une analogie avec un avion. Cette salle est un peu le cockpit de l'avion. Et mon rôle, en fait, c'est un peu de jouer le rôle du commandant de bord, c'est-à-dire de coordonner l'ensemble de l'activité concernant aussi bien les activités sol que la mise en œuvre du lanceur. Le COEL est évidemment en contact permanent avec le DDO. Bien reçu, COEL. En cas d'anomalie sur le lanceur, le COEL prévient le DDO en tournant cette clé. Un travail de collaboration étroite dont va dépendre la réussite de chaque lancement. Plusieurs semaines avant un décollage, notre superstar Ariane n'a pas encore revêtu ses habits de lumière. En fait, elle arrive à Kourou en pièces détachées, par bateau. Au terme d'un voyage qui a duré plusieurs semaines, le MN Toucan est enfin arrivé ici en Guyane, au port de Kourou. À son bord, les différents éléments d'Ariane qui vont ensuite être acheminés par camion au centre spatial. On prend la route de l'espace. Direction ce gigantesque bâtiment pour l'assemblage. Pièce par pièce, on va ériger la fusée. Au bout du processus, Ariane se dresse alors de toute sa hauteur, 55 mètres. C'est l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Mais attention, on n'entre pas ici comme dans un moulin. Pour nous accompagner, rien de moins que Michel Bartholomé, directeur d'Ariane Espace. À ce moment, on est en train d'assembler les dernières pièces d'Ariane. Les deux propulseurs d'appoint sont déjà remplis de poudre. Mais il n'y a pas encore de carburant dans le corps du lanceur. À la place, les réservoirs sont pleins d'un gaz neutre, l'azote. Il contient de l'azote sous pression
de telle façon que le cylindre se tienne, parce que l'épaisseur du cylindre, l'épaisseur en métallique du cylindre est tellement faible qu'il collapserait, c'est-à-dire il ne tiendrait pas sur lui-même. Voilà, en phase finale, en bas, on va remplacer l'azote par de l'hydrogène liquide et en haut par de l'oxygène liquide. Ces deux gaz liquides servent de carburant à Ariane, qui est en fait un immense réservoir dans une structure légère, avec tout en haut une petite place pour les passagers, les satellites. Et justement, les futurs voyageurs de l'espace se trouvent dans d'autres bâtiments. Notre DDO, soucieux que tout se passe bien, vient leur rendre une petite visite. Ici, le masque à gaz s'impose. Le satellite est à présent plein en ergols, en carburant qui lui serviront donc à rejoindre sa position orbitale et à son contrôle en orbite. C'est donc des ergols qui sont dangereux, c'est-à-dire que la présence de l'un avec l'autre suffit à déclencher une combustion et une explosion suivant les conditions. Et donc nous avons une réglementation de sécurité de sauvegarde qui nous oblige à porter ce type de masque en cas de besoin. Et oui, les satellites aussi ont besoin d'ergols, c'est-à-dire de carburant pour leur vie spatiale. Ils l'utilisent pour rejoindre leur orbite, ce qui consomme un quart du plein. Ensuite, avec ce qui reste, ils peuvent tourner autour de la Terre pendant environ 15 ans. Pour le moment, ceux-ci sont en préparation, dans ce que l'on appelle une salle blanche. Une salle d'une propreté chirurgicale, car les satellites n'aiment pas la poussière. L'air y est en permanence recyclé, régulé en température et humidité. Et voici l'adaptateur qui permettra d'arrimer les satellites sur le lanceur. J-15. On s'approche à grands pas du jour du lancement. Le temps file. Chacun connaît son rôle et consacre toute son énergie à s'y préparer au mieux. Alain, t'as reçu Natal? Au centre de télémesure situé sur la montagne des Pères se trouvent les antennes qui suivront les premières minutes du vol d'Ariane. Ensuite, sa trajectoire sera suivie successivement par des antennes situées à Natal, au Brésil, puis sur l'île d'Ascension, au milieu de l'océan Atlantique, puis à Libreville, au Gabon, et enfin par la station de Malindi, au Kenya. Quand tout se passe bien, on dit que tout est nominal. Ici, nous sommes vraiment au centre, au cœur de la station de télémesure. C'est la station qui reçoit les informations d'Ariane. Ces informations d'Ariane, elle les reçoit grâce à des récepteurs de télémesure. Il y en a 1, 2, 3, 4. Des écrans qui nous permettent de voir ce qui se passe si les récepteurs fonctionnent correctement. Ces récepteurs, c'est exactement comme votre récepteur en radio dans la voiture, sauf qu'au lieu de recevoir des ondes de France Inter, vous recevez des ondes d'Ariane. Les ondes d'Ariane permettent de vérifier que tout se passe bien à bord de la fusée. Quelle est sa position, sa vitesse ou encore son altitude. Et régulièrement, on fait des essais pour vérifier que tout fonctionne. Alain, il se met en mode essai? 1440 secondes. Je propose un H0 pour l'essai-mesure à 13h20 TU. 13h20 TU. Merci à chaque station de me confirmer le H0. Il faut imaginer qu'actuellement, le lanceur passe au-dessus de la station d'Ascension qui est située sous l'équateur au milieu de l'océan Atlantique. Cette station est en pleine poursuite, elle reçoit la télémesure du lanceur et nous les envoie ici au centre de traitement informatique et nous permet d'analyser le comportement en vol du lanceur. Donc à l'instant où je vous parle, on est capable de dire si tout se passe correctement à bord du lanceur. J-7. Donc là, je vous emmène dans la salle de préparation des moyens sauvegarde-vol. Salle à accès très restreint puisque seule une dizaine de personnes a accès au centre spatial guyanais. Fleur Lefebvre est responsable de la sauvegarde de vol. Son rôle ? Faire exploser la fusée Ariane en vol si elle dévie de sa trajectoire et présente un risque pour les personnes ou l'environnement. Car une fois le lanceur en vol, il est complètement autonome. La seule intervention humaine possible, c'est sa destruction. Donc à chaque instant de la trajectoire, on s'assure que nous avons le temps suffisant et surtout les moyens d'intervention pour pouvoir le détruire avant qu'il ne devienne dangereux pour la population, l'environnement et les biens. Un des critères pour la sauvegarde de vol est la météo et surtout le vent. En cas d'explosion du lanceur, des vents d'altitude pourraient envoyer des débris sur des zones habitées.
Au centre météo de la base, on est conscient du danger. Pour surveiller les vents, on envoie plusieurs fois par jour des ballons sondes dans le ciel. 5, 4, 3, 2, Le ballon peut monter jusqu'à 30 km et donner des informations précieuses sur les vents en altitude. J-4. Le lanceur n'est pas encore sur le pas de tir. Pourtant, 4 jours avant le lancement, va se dérouler une opération fondamentale de préparation à ce J0. On l'appelle répétition générale. Pour cette répétition générale, tout le monde est à son poste. Le DDO est à son pupitre pour piloter la simulation, entouré de tous ses collègues. Chacun teste la partie dont il a la charge. Radar, antenne, moyens météo, etc. Bref, tout se déroule comme pour le vrai lancement. Sauf que bien sûr, à la fin, la fusée ne décolle pas. Au J-4, c'est vraiment le moment où on se dit, cette fois-ci, on est prêt à y aller, on est prêt à supporter le lancement. L'essentiel de notre préparation est faite. Nous sommes donc dans un climat de relative sérénité, tout en restant concentrés sur l'objectif du lancement. J-1. Nous sommes à la veille du lancement. Il est temps pour Ariane de rejoindre son pas de tir. Notre fusée va jouer au petit train et parcourir, sur rail, les 2,8 km qui la séparent de la zone de lancement. Très précautionneusement, on arrime le lanceur au camion qui fera office de locomotive. Ce trajet très délicat doit se faire tout en douceur, car il faut éviter le moindre à-coup. Donc, en cas de problème, tu as le buzzer, tu as le voyant lumineux, voilà, plus tu as le buzzer. C'est-à-dire c'est une charge importante, mais il ne faut pas qu'on ait le stress, parce que si en amont on a le stress, si on a le stress, à partir du moment qu'il y a une anomalie, c'est-à-dire c'est foutu. La vitesse varie selon que l'on avance en ligne droite ou que l'on prend un virage. Pour cette raison, le camion comporte une boîte équipée de 32 vitesses, pas moins. Mais attention, on ne dépasse jamais les 4 km/h. Paradoxal pour une fusée. Mais cette promenade qui paraît si solennelle, c'est aussi et surtout la dernière ligne droite. J0. Nous sommes dans la salle Jupiter, la salle de contrôle des opérations, à 13 km du pas de tir où Ariane attend d'être libérée. Ici, c'est l'heure des derniers discours. Bien, bonsoir. Donc, nous sommes réunis ce soir pour ce lancement Ariane 5. Et je souhaite tout d'abord saluer tous ceux qui nous observent à Paris, à La Haye, à Washington et partout dans le monde. Le vol est prévu d'ici 5 heures. Selon la tradition, les opérateurs ont revêtu une chemise blanche. Le DDO donne le tempo. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. H0 moins 4h30. Sur le pas de tir, on commence les remplissages en hydrogène et oxygène liquide, les deux composants du carburant d'Ariane. À 7 minutes du départ, la séquence dite synchronisée démarre. Top H0 moins 7 minutes. La séquence synchronisée, c'est une sorte d'inventaire final. Cette séquence d'ultime vérification va mener jusqu'au décollage. Attention pour H0 moins 1 minute. Dans le bunker de lancement, chacun retient son souffle. Le lanceur bascule sur ses propres batteries. On complète le plein de carburant jusqu'au dernier moment. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres à bord sont nominaux. On déverse des trompes d'eau pour refroidir les installations, car la température avoisine les 3500 degrés. Mais aussi pour atténuer les vibrations terribles qui pourraient abîmer les satellites. Une nouvelle fois, Ariane arrache ses 780 tonnes du sol guyanais. La puissance de ce décollage défie l'imagination.
le lanceur a dépassé le mur du son. Il file à la vitesse d'une balle de fusil. Les deux propulseurs d'appoint brûlent leur poudre pendant 2 minutes et 20 secondes. Une fois vidés, le lanceur les écarte et s'en débarrasse. Et oui, pour Ariane, ce voyage est un aller simple. Pour s'alléger, elle va petit à petit se décomposer. C'est maintenant au tour de la coiffe de protection de se détacher, car elle est inutile dans le vide spatial. À présent, l'étage supérieur s'allume. Le lanceur doit atteindre 34 000 km/h. C'est la vitesse nécessaire au largage des satellites destinés à une orbite géostationnaire. Ça y est, on éjecte le premier satellite à 1500 km de Kourou. Quelques instants plus tard, c'est au tour du deuxième. Mission accomplie. L'heure est à la distribution de cigares. Une vieille tradition que notre DDO ne raterait sous aucun prétexte. Lorsqu'il a décollé, on suit sa trajectoire sur le mur d'image et puis à un moment donné, on est rattrapé par l'onde acoustique, on entend les vibrations du moteur au décollage et c'est à peu près 1 minute après le décollage et là c'est vraiment un moment très fort, un moment où on comprend, où on vit physiquement le décollage du lanceur et c'est vraiment très fort. On était à l'heure, le bonjour, au début de créneau, donc pour nous c'est libération. On souhaite que ça recommence à chaque fois comme ça. Au centre spatial, on va fêter ça. Puis on va se reposer quelques jours avant de reprendre une nouvelle campagne pour une nouvelle mission. Une chose est sûre, si la conquête spatiale fait rêver, elle ne serait rien sans ceux et celles qui la font exister au quotidien.